Good morning, good afternoon, welcome everyone. Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer bientôt. En attendant, veuillez noter dans la boîte chat d'où vous venez et qui vous êtes. Bienvenue à toutes et à tous. Veuillez noter dans la boîte chat qui vous êtes et où vous vous trouvez aujourd'hui. Il faut aussi choisir un canal pour écouter l'interprétation. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le petit globe en bas de votre écran et vous pouvez choisir le canal français ou anglais. Ici, vous voyez les instructions pour accéder à l'interprétation. Une fois que vous avez sélectionné votre langue, vous pouvez couper le son, l'audio original. Ici, sur cette diapositive, vous voyez les instructions pour accéder au service d'interprétation. Vous pouvez choisir en anglais ou en français. Il y a aussi quelques images pour vous montrer le globe ainsi que comment sélectionner une langue. Nous avons partagé quelques questions de sondage. Nous vous encourageons à répondre à ces questions en attendant l'arrivée des autres. Ces questions sont en anglais et en français. Et les questions sont aussi sur la diapositive en anglais et en français. Première question. Différents types de gènes ont besoin de différents types de sensibilisation et de services, y compris les gènes vivants, les gènes ayant des handicaps. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Question numéro 2. Il n'est pas réaliste et trop coûteux de fournir des services personnalisés à grande échelle à différents types de jeunes. Question 3. Vous devez simplement prévoir de répondre aux besoins de tous les jeunes plutôt que de faire une analyse de segmentation. Vous pouvez répondre à ces questions en attendant les arrivées des autres et si vous pouvez répondre, noter qui vous êtes et d'où vous venez dans la boîte chat. Nous allons commencer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous accueillir à notre session. Je m'appelle Brittany Getch et je suis officier au Centre de communication de Johns Hopkins. Knowledge Success est ravi d'être partenaire de FP 2030 sur cette série. C'est une conversation d'une grande série de Connecter des conversations. Si vous n'avez pas vu les premières sessions, vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube de Knowledge Success ou vous pouvez aller sur le site web de Knowledge Success pour suivre les liens. Cette conversation va durer environ 1 heure et après, il y aura une discussion et une séance questions-réponses avec nos intervenants. Il y a une interprétation simultanée vers le français et nous allons enregistrer cette session en anglais et en français. Ces enregistrements seront disponibles bientôt. Les participants seront en sourdine pendant toute cette session. Si vous avez des questions pour nos intervenants, veuillez les taper dans la boîte chat pendant notre session. Mes collègues vont suivre la conversation dans la boîte chat et nous allons répondre aux questions autant que possible. Quelques informations sur cette série. Si vous êtes là pour la première fois,
Connecter des conversations est une série de discussions sur la santé reproductive des adolescents. Ceci est organisé par FP 2030 et Knowledge Success. Pendant cette année, nous allons organiser ces séances. Mais ce n'est pas une série traditionnelle. Nous utilisons un style de conversation, de dialogue et nous laissons suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Cette série a été divisée en 5 thèmes. Le premier était sur une compréhension de fondation sur la santé des adolescents, a commencé le 15 juillet et a terminé le 9 septembre. Le deuxième a commencé le 4 novembre et est terminé le 16 décembre. Parler de l'utilisation des influenceurs pour améliorer la santé reproductive des jeunes. Nous sommes ravis de continuer la conversation avec ces discussions sur une approche adaptée aux adolescents. Je vous encourage encore une fois de sélectionner une langue en cliquant sur le globe en bas de votre écran et en choisissant l'anglais ou le français. Et après, vous pouvez couper la version audio originale. D'abord, je suis contente de présenter Kate Plourde, notre animatrice aujourd'hui. Elle est conseillère technique à FSI 360. Elle travaille sur la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes. Elle fait partie de notre équipe. Bienvenue Kate, vous avez la parole. Merci Brittany. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de présenter nos intervenants aujourd'hui. Nous avons Monsieur le Dr Sani Aliou, qui est directeur de pays de Niger à Pathfinder International. Il est médecin avec plus de 30 ans d'expérience dans la santé publique. Il s'est concentré sur la santé maternelle et infantile. Il a passé plus la moitié de sa vie professionnelle au Niger et l'autre moitié dans les pays africains. Il passe la plupart de son temps libre avec sa famille quand il n'est pas agriculteur. Martha Pirzadeh travaille à Pathfinder pour les droits de santé sexuelle et reproductive. Elle a plus de 20 ans d'expérience avec les programmes pour les adolescents et les jeunes, l'engagement des jeunes, le PFSR communautaire, le VIH, la santé maternelle et infantile, parmi d'autres. Elle a un master dans le comportement sanitaire et l'éducation sanitaire de l'Université de Caroline du Nord. Et après, nous avons Ramchandra Gare, qui est secrétaire de l'Association des jeunes aveugles au Népal. Elle travaille pour l'inclusion des porteurs des handicaps. Il travaille pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive depuis 2015. Son organisation collabore avec d'autres organisations similaires pour améliorer la compréhension de santé sexuelle et reproductive parmi les prestataires de services, ainsi que la capacité des jeunes porteurs d'handicap. Il a été consulté pour concevoir et développer des programmes accessibles et inclusifs. Il a son master de sociologie. Nous allons commencer notre discussion. Comme Brittany a dit, nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions que vous notez dans la boîte chat. Mais il est possible que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions. Vous pouvez utiliser le petit globe pour accéder au service d'interprétation. Nous savons tous que les jeunes ont des identités intersectionnelles qui sont liées à leur âge, leur statut civil, leur localisation géographique, statut socio-économique, et ainsi de suite. Ces identités intersectionnelles influencent les comportements de santé sexuelle et reproductive ainsi que leur accès aux services. Aujourd'hui, nous allons parler de la variété des services dans un système sanitaire et comment ces services peuvent répondre aux besoins des jeunes. Une approche commune pour mieux comprendre les groupes des jeunes et d'identifier les services qui peuvent répondre à leurs besoins est ce que nous appelons la segmentation ou une analyse de segmentation. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà cette idée,
je vais poser cette question à nos panélistes. Pouvez-vous expliquer ce que c'est une analyse de segmentation? Allez-y, allez-y, docteur. Je voulais dire que la segmentation est une approche qui consiste à répartir les groupes de population en sous-groupes sur la base de critères préidentifiés, qu'il s'agisse de critères de démographie, de critères de comportement ou d'autres. Il est possible donc de répartir ces groupes en fonction de ces critères. Les critères démographiques peuvent être sous-divisés en critères fondés sur l'âge, l'état civil, marié, non marié, etc. Merci. Merci, docteur Sani. Martha, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. Je crois que ce que vient de dire le docteur Sani est exactement la réalité. Dans le domaine de la santé, nous procédons à des segmentations depuis des décennies, disons-le. Mais bien souvent, la segmentation se fait à un niveau plus fondamental que ce que nous faisons aujourd'hui. Traditionnellement, dans la santé mondiale, la segmentation se faisait sur la base de la démographie, avec quelques nuances peut-être sur l'état civil, la religion, mais nous n'étions pas aussi concentrés sur la segmentation que nous ne le sommes depuis quelques années. Donc, je dirais que dans l'ensemble, à Pathfinder, nous procédons à une forte segmentation au niveau d'un grand nombre de nos projets en nous concentrant sur une meilleure compréhension des différents sous-groupes d'une population donnée. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes et des prestataires de santé, mais en allant au-delà des facteurs démographiques et en nous concentrant avant tout sur les caractéristiques liées à l'attitude et au comportement. C'est ce qui fait que l'analyse de segmentation dont nous parlons aujourd'hui est beaucoup plus nuancée par rapport à la segmentation traditionnelle fondée sur des données démographiques plus générales. Je vous remercie. Je suis très heureux d'apprendre ce que fait Pathfinder en termes de segmentation et d'analyse selon notre expérience. Nous travaillons avec des jeunes porteurs de handicap et nous mettons l'accent sur une compréhension des différentes questions liées à l'accessibilité parce que ce qui est accessible à une personne qui n'est pas porteuse de handicap ne fonctionnera pas forcément pour une personne porteuse de handicap. Donc, il faut importer les facteurs démographiques, mais inclure la représentation des personnes porteuses de handicap. Il s'agit d'un domaine dans lequel il est un peu plus difficile d'obtenir les détails concernant les différents groupes. Et il est très compliqué de concevoir, d'élaborer les interventions, la segmentation exige une conception très délicate pour ce qui est des questions d'accessibilité et de la conception universelle des services, en particulier pour les jeunes porteurs de handicap. C'est donc quelque chose d'important, mais qui n'est pas fait aussi fréquemment dans le cas des personnes porteuses de handicap. Merci, Ram. Une remarque extrêmement importante et j'aime la façon dont vous avez dit qu'on ne peut pas concevoir une approche unique pour tous les jeunes porteurs de handicap et nous imaginer que cela va donner l'accès à tous au même niveau. De même qu'on ne peut pas créer une approche pour tous les jeunes et nous imaginer que cela va fonctionner pour tout le monde, quelles que soient les intersections au niveau des facteurs de segmentation. Généralement, ceux d'entre nous qui connaissent le concept de l'analyse basée sur la segmentation et les processus y afférents pensent surtout à des analyses qui sont fondées sur les groupes de jeunes,
combien y a-t-il de groupes, quels sont leurs besoins. Mais les analyses par segmentation sont aussi importantes pour comprendre les groupes de population qui sont d'autres que les jeunes dans le contexte de la promotion de la santé des adolescents et de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Pathfinder International et Timber Collective ont travaillé ensemble de par le passé pour mieux comprendre les différents sous-groupes et segments de prestataires de services. Martha, Dr Sani, pourriez-vous nous dire pourquoi le projet de cette analyse segmentation pour la promotion de la santé des sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents a fonctionné et en quoi cela pourrait s'appliquer à d'autres programmes de santé sexuelle et reproductive des jeunes de par le monde? Eh bien, laissez-moi commencer. Comme je l'ai dit, chez Pathfinder, nous avons 4 grands projets avec une composante analyse de segmentation importante qui sont différents dans différents contextes dont vous parlez. C'est ce que l'on appelle le projet Beyond Bias, au-delà du préjugé. Au Burkina Faso et en Tanzanie, entre autres, les 3 autres projets font une segmentation le long des caractéristiques des jeunes. Un grand nombre d'entre vous le savent, la manifestation des préjugés des prestataires peut être difficile à jauger, à mesurer, et nous en apprenons beaucoup sur ces préjugés. Nous voyons combien ils peuvent être difficiles à résoudre. Comme l'a dit Kate, avec notre partenaire Timber Collective, nous travaillons dans ces 3 pays et avec des partenaires dans les pays pour mettre en œuvre un sondage des prestataires pour déterminer les moteurs de ces préjugés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accent est moins placé sur les facteurs démographiques, mais plus sur les facteurs de comportement et d'attitude des prestataires, ce qui est un outil très puissant pour comprendre, voire modifier les attitudes. Nous avons beaucoup appris grâce à cette segmentation des prestataires, notamment que la segmentation peut vraiment offrir des nuances, nous aider à voir comment prendre des décisions en termes d'ordre de priorité pour les interventions, qui sont les prestataires les mieux placés pour être ciblés par ces programmes. Et nous avons, pour finir, identifié 6 segments de prestataires dans ces 3 pays où nous travaillons et nous avons appris de ces 6 segments sur qui nous devions concentrer nos efforts et quel type de programme aurait le plus de chances de réussir. Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons appliquer tout ceci à tous les pays et que ces 6 segments s'appliqueraient à tous les pays, mais il nous semble que comme nous l'avons fait dans 3 pays, dans 3 contextes différents, nous avons des informations, une expérience importante à partager avec nos collègues, les communautés. Nous avons aussi des enseignements que nous avons tirés en matière de préjugés des prestataires et des nuances de ces préjugés. Merci, Martha. Dr Sani, allez-y. Permettez-moi de donner l'exemple du Niger, où nous avons tiré parti de programme du ministère de la Santé qui est de procéder à une segmentation au niveau national. Et nous avons identifié 5 segments fondés sur les connaissances, les attitudes et les comportements des femmes dans le milieu de la planification familiale. Nous avions un projet qui ciblait les adolescents mariés et pour ce projet, il y a eu une augmentation de demandes pour la planification familiale. Nous avons donc affiné les critères de segmentation pour inclure aussi les installations, les centres de santé. Cette segmentation nous permet d'améliorer la qualité du conseil psychologique lorsqu'il y a des interactions entre les prestataires et les clients. Savoir avant la consultation si les prestataires sont conscients du segment auquel appartient la personne qui vient pour la consultation, permettent aux prestataires de concentrer, d'adapter la discussion, les méthodes
au lieu de fournir des informations que je qualifierais de plus générales et une discussion plus générale. La consultation devient alors plus interactive et c'est quelque chose que nous avons appris de ce programme au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Merci, Dr. Sani. Et lorsque nous cherchons à apprendre de l'adaptation des programmes aux différents segments des jeunes, des prestataires et des autres parties prenantes, lorsque nous essayons de voir comment mieux comprendre les groupes de jeunes à qui un programme doit s'adresser, qui excluons-nous éventuellement de manière involontaire et comment se trompe-t-on quand on essaie de déterminer les besoins des jeunes? Laissez-moi essayer de répondre, si vous le voulez bien. Votre question est très importante. En effet, certains groupes, lorsqu'on élabore un programme, on l'a dit, un programme ne marche pas pour tout le monde. Parfois, involontairement, certains groupes se trouvent exclus de nos programmes. Et l'adaptation sectorielle n'est pas toujours faisable, ou du moins, les gens n'y pensent pas toujours. On pense à certains segments, à certains groupes, mais il faut penser à l'accessibilité de manière plus pointue. J'aimerais vous donner un exemple de notre programme de FP 2020. Nous avons ciblé notre programme de formation sur les adolescents et les jeunes de 15 à 25 ans, essentiellement des jeunes bacheliers. Donc, dans notre esprit, il s'agissait d'adolescents et de jeunes qui avaient un certain degré d'éducation et donc un certain degré de compréhension. Mais on s'est aperçu que les connaissances que nous projetions lors de la formation étaient d'un niveau assez peu élevé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a moins de moyens de communiquer avec sur les différentes composantes de santé sexuelle et reproductive notamment. Et la disponibilité des termes, de la terminologie peut être plus limitée. C'est pourquoi parfois, nous réfléchissons dans un contexte plus général, ce qui est très important, bien sûr, mais les détails qui ne sont pas représentés forcément dans les données sont tout aussi importants. Donc, ce sont les intersections qui doivent être bien comprises. C'est ce qui semble manquer. Pour les communautés, les personnes qui sont exclues, je représente la communauté des personnes porteuses de handicap. Et pour nous, c'est une communauté où involontairement nous sommes ignorés parce qu'il n'y a pas d'approche adaptée, de caractéristiques d'accessibilité, même si le programme essaie de cibler d'autres prestataires pour offrir d'autres services. Nous disons tous, oui, nous voulons faire telle et telle chose, mais la question de savoir, c'est le comment fournir ces services. Donc, certaines choses semblent peut-être évidentes, mais les questions d'accessibilité, les analyses numériques sont souvent absentes. Et parfois, les obstacles principaux sont un manque d'interaction entre les communautés et les concepteurs et les prestataires. On pense quelquefois que des interventions spécifiques au niveau des personnes porteuses de handicap, eh bien, il exige simplement un peu plus d'argent, un peu plus d'aptitude. Mais bien souvent, les problèmes d'accessibilité de ces approches adaptées ne sont pas très coûteux. Je vais m'arrêter là, mais je vous en dirai plus tout à l'heure.
J'aimerais ajouter quelque chose. Voilà encore un exemple où nous avons mis en œuvre un projet qui ciblait les étudiants au niveau universitaire. C'était un projet des données à l'action. Nous savons que les étudiants, parfois, ont été exclus des programmes sanitaires. C'est une population qui n'est pas très stable. Cette population change souvent. Donc, c'est très difficile de démontrer les changements à cette communauté. Donc, nous avons utilisé l'approche d'intégrer la santé sexuelle et reproductive au niveau universitaire. Voilà ce que nous avons trouvé. À ce niveau d'éducation, il y avait une grande majorité des étudiants qui n'étaient pas sensibles aux questions de la santé sexuelle et reproductive. Ils ne connaissaient pas les moyens de prévention contre les infections et aussi ils ne connaissaient pas les moyens de protéger leur santé sexuelle et reproductive. C'est une population qui peut tirer des bénéfices directement de ce genre de programme, mais on peut aussi travailler avec les universités pour changer cette population. Les étudiants qui ont travaillé avec le projet sont devenus des leaders eux-mêmes dans leur communauté. Donc, avec une approche d'éducation par les pairs, nous avons développé un lien entre les jeunes à l'université et les jeunes au niveau communautaire. Je pense que ceci est un élément qui n'existe pas dans tous les programmes, surtout les programmes qui essaient de changer les comportements et améliorer l'accès aux services sanitaires pour les jeunes. Merci. Merci, Dr. Sonny. Et Ram, merci aussi pour les 2 exemples que vous avez présentés. Je pense que ces exemples soulignent l'importance de ce que nous pouvons penser par rapport à l'accès d'une population par le passé et du point de départ. Je pense que ce sont des observations intéressantes. J'aimerais aussi lire un commentaire qui a été mis dans la boîte chat de Lise qui a dit « C'est très intéressant de voir qu'il y a une manque de mots pour discuter de ce sujet. J'ai entendu des choses similaires par rapport à la manque d'une terminologie pour la santé mentale. Ceci peut rendre des conversations difficiles pour parler des programmes qui impliquent la santé mentale. Les mots sont importants. Ram, pour continuer avec votre commentaire sur l'adaptation aux populations différentes et comment se faire. Je me demande si vous pouvez tous répondre ou nous donner quelques exemples de stratégies ou approches réussies qui traitent des besoins variés de la population ciblée. Ram, pouvez-vous décrire les stratégies utilisées par votre organisation pour favoriser l'inclusion des porteurs de handicap dans la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive? Merci beaucoup. J'aimerais partager un exemple. Nous avons travaillé dans une zone isolée au Népal et nous avons visité une école pour les sourdes. 80 ou 90 élèves étudient actuellement. Ces élèves ont 12 à 16 ans et nous avons demandé à l'enseignant comment est-ce qu'il gère les serviettes hygiéniques. Et elle a dit, on fournit les serviettes hygiéniques aux élèves sans frais. Voilà une approche pour tous, une approche qui n'est pas adaptée. Mais
il y a des élèves qui ont déjà commencé à faire des règles à l'âge de 12 ans. Donc, elles n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques qui sont fournies par le gouvernement parce que cela commence à l'âge de 16 ans. Je pense que pendant la conception des programmes et des interventions, il faut avoir une approche intersectionnelle. Il ne faut pas exclure des populations. Oui, nous avons moins de mots et moins de moyens de communiquer sur ses besoins et sur ses droits pour les questions sanitaires. Mais il faut aussi parler des personnes, des autres groupes comme les personnes autistes ou les malentendants et les sourds. L'intervention est très importante, oui, mais ce n'est pas la seule question. Une intervention précoce est très importante quand il s'agit des questions d'inclusivité et les interventions adaptées. C'est vrai, en regardant les images, en regardant les affiches, on peut comprendre comment utiliser les serviettes hygiéniques. Mais comment apprendre cette même chose à une fille malvoyante? Nous ne pouvons pas attendre ces premières règles pour lui apprendre comment utiliser une serviette hygiénique. Ceci est trop tard. Il faut commencer plus tôt, avant l'atteinte à l'âge de puberté. Il faut apprendre déjà les porteurs de handicap parce que il faut que la première fois qu'elle ait ces règles, elle sait utiliser les serviettes hygiéniques. Nous avons vu plusieurs cas où les non-voyantes utilisent des serviettes hygiéniques, mais de mauvaise façon. Donc, il y a des blessures à la peau. Il faut commencer très tôt, à l'âge très jeune, comment gérer les désirs sexuels, comment s'occuper de sa santé sexuelle. C'est une question importante pour les parents, les enseignants et les prestataires de services. Une manque de compétences, une manque d'éducation représente un problème assez grave. Ces personnes ont besoin de ces services. Nous sommes en train de nous rendre compte du fait que nous avons besoin d'apprendre ces compétences plus tôt. Voilà des questions importantes. Nous essayons de rassembler les organisations et les personnes de secteurs différents pour apprendre ce genre de choses à un âge plus jeune. Parce qu'il faut des interventions précoces, des interventions avant l'âge de puberté. D'autres conceptions. Pour communiquer avec les personnes malentendantes, nous invitons les interprètes de la langue des signes aux formations et nous formons les interprètes de la langue des signes comment interpréter ce genre de conversation. Par exemple, il n'y a pas de mots pour parler des questions des LGBTQ. Il faut développer ces signes. Il n'y a pas de mots pour parler des questions sexuelles, sauf préservatif. Nous essayons de développer ce genre de choses parce que ce n'est pas les solutions à l'empièce ne fonctionnent pas. Merci beaucoup pour tous ces exemples. Quand nous pensons aux outils qui nous sont disponibles, quand nous parlons de la conception des services inclusifs, mais aussi des services qui répondent aux besoins des segments différents des jeunes, je me demande
quels sont les outils, quels sont les programmes qui sont disponibles. Je sais que Martha et Dr. Sani à Pathfinder, vous pensez souvent différemment, qui est important dans la conception des services pour les jeunes. Pouvez-vous penser ou décrire comment cela peut aider la communauté de santé sexuelle et reproductive? Comment on peut soutenir la prestation des services? Oui, très bien, Kate. J'aime beaucoup cet outil. Je peux partager les informations par rapport à cet outil plus tard ou même dans la boîte chat. Vous avez parlé de notre projet. Nous parlons de cet outil que nous appelons le TOS, l'outil TOS, de penser différemment. C'est un guide pour les concepteurs des programmes pour adapter des modèles de prestation de services. Tout cela est basé sur le contexte des pays, la population cible, les résultats souhaités, le comportement sanitaire et beaucoup plus d'autres aspects. Mais voilà ce que l'outil fait. Il permet aux preneurs de décision de penser différemment des approches qui ont déjà été utilisées, comme par exemple les services qui sont disponibles en clinique. Nous savons que parfois, les approches différentes peuvent être plus coûteuses ou moins durables. Donc, nous essayons d'avoir un processus à cette étape et les concepteurs peuvent déterminer quel modèle ou quelle combinaison de modèles va répondre aux besoins de leur programme. On peut passer par cette étape pour parler de l'épidémiologie ou les résultats souhaités pour les jeunes, quelles sont les populations ciblées. Et on peut utiliser cet outil pour analyser leurs propres projets, pour parler de leurs ressources, leurs besoins, leurs connaissances par rapport aux jeunes dans ce contexte, ainsi que la faisabilité dans le système actuel. Ceci peut être un système public ou privé ou même une combinaison des deux. Avec cela, on peut aligner le modèle au contexte. Et en fin de compte, après avoir fait tout ce processus, on pense à quel est le modèle le plus approprié. Il y a aussi une étape pour la mise à l'échelle du modèle choisi. Je vous encourage tous à regarder et à utiliser cet outil. Je vais partager le lien. C'est un outil intéressant pour regarder chaque étape et chaque question, chaque nuance d'une population et des ressources. Et après, vous allez prendre la meilleure décision pour votre programme. Martha, merci d'avoir parlé de la question d'échelle parce que l'on reçoit beaucoup de questions à l'appui de cette idée de segmentation, de reconnaissance, indiquant qu'il s'agit d'un élément critique pour la jeunesse. Mais la question, par exemple, est-ce que toute cette approche, sous ce module qui est sur la santé reproductive des adolescents, est-ce que ce modèle peut être appliqué à l'échelle par un système tout entier? Est-ce que c'est plus coûteux? Comment prenez-vous cela en considération? Comment arrivez-vous à toucher différents groupes? Et enfin, comment prenez-vous en considération les différents intérêts des jeunes, ceux qui sont scolarisés, ceux qui sont mariés, déscolarisés, tous ces groupes différents. Donc, il semble que nos participants semblent considérer cette approche comme étant très valable, mais comment l'appliquer à plus grande échelle, en étendre la portée? J'aimerais avoir vos réactions. Vous pouvez j'aimerais donner à tout le monde l'opportunité de parler, mais laissez-moi répondre très rapidement. C'est une question dont nous parlons très souvent, Kate. La segmentation et l'étendue de la portée sont deux forces qui s'opposent. Donc, il faut trouver des intersections, voire
comment nous pouvons combiner les besoins séparés et souvent contradictoires de ces deux approches. Comment utiliser la segmentation à plus grande échelle. Je le dis parce qu'il y a un grand nombre d'approches qui sont d'un seul coup particulièrement à la mode. On parle beaucoup de segmentation aujourd'hui, certes, mais il est important d'en comprendre l'utilité avant de s'en servir. C'est là, est-ce que c'est la bonne approche pour vous? Et si l'on étend la portée de la segmentation, par exemple, entre deux pays, il est possible d'en étendre la portée, mais si vous voulez vous focaliser sur une communauté particulière, l'extension à plus grande échelle devient plus délicate. Donc, dans 2 des 4 projets, nous avons procédé des analyses de segmentation. Cela a porté sur 3 pays différents avec 3 contextes différents pour essayer d'identifier des solutions qui pourraient être mises à l'échelle mondiale. Nous avons sélectionné 3 pays de régions très différentes, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et Asie du Sud-Ouest du Sud-Est pour voir ce qui peut être mis en œuvre. Le docteur Sani pourrait vous en dire davantage sur le projet Impact et les outils qui sont utilisés peut-être à l'échelle de l'ensemble du Niger, parce que c'est un pays tout entier. Donc, tout dépend de ce que vous entendez par extension, portée. Est-ce que vous parlez d'un niveau mondial? Est-ce que vous parlez du niveau d'un pays? Il y a tant de variables d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre. C'est donc une question très intéressante à laquelle nous allons devoir continuer à réfléchir. Merci. Comme je l'ai dit, au Niger, cette expérience, pour nous, a été une segmentation au niveau national qui a été employée par le gouvernement pour mettre au point sa stratégie de communication nationale afin de pouvoir transmettre des messages à ce niveau qui soient adaptés en fonction des segments que l'on retrouve dans le pays. Mais comme l'a dit Martha, au niveau des installations de santé locales, au niveau local, la segmentation permet d'améliorer la qualité des services de conseil et des consultations. Le succès de la segmentation a fait que le ministère de la Santé souhaite maintenant organiser davantage de ressources qui utiliseraient cette approche de mise à l'échelle de l'ensemble du pays. Il est donc important de veiller à ce que l'on puisse, au niveau gouvernemental, au niveau national, s'approprier ce processus, ce qui fait que lorsqu'on va le mettre en place, étant donné les difficultés, parfois, on ne se limitera pas dans le temps. C'est une des raisons pour lesquelles nous appliquons ce principe de mise à l'échelle, car de la sorte, tous les prestataires de services sont formés et vous ne vous retrouvez pas avec une situation où il y a des gens qui sont formés à la segmentation au niveau des groupes de jeunes, une personne qui est bien formée et qui est remplacée ensuite par quelqu'un qui n'a pas la formation, qui n'a pas l'expertise, qui n'a pas les connaissances. Donc, encore une fois, tout dépend du contexte. Je suis certain qu'il est possible de mettre ces approches à échelle et Pathfinder au Niger essaie de l'intégrer dans ses programmes qui s'appliquent à l'ensemble du pays, le programme d'impact. Merci. Permettez-moi à mon tour de répondre. Nous avons une expérience relativement limitée dans ce secteur. Lorsque l'on regarde ce problème de laisser les gens de côté, la question de la segmentation est importante, mais tout autant que la question de mise à l'échelle. Alors, sur la base de notre expérience, de notre approche, sur la base de ce que nous avons fait, nous pouvons procéder à des interventions intégrées qui soient segmentées de manière spécifique, ici, là, ailleurs,
c'est beaucoup plus difficile de les mettre à une plus grande échelle. Mais les approches adaptées dans le contexte d'un système général peuvent bénéficier d'une segmentation. C'est la raison pour laquelle, dans ce que je crois comprendre, on pourra procéder à cette mise à l'échelle sans exclure les groupes qui font partie de la segmentation. Je vous remercie des observations vraiment précieuses. J'aimerais maintenant passer à une question que nous avons reçue dans la fenêtre de chat concernant l'impact de la COVID-19 et la restructuration de l'éducation et de la formation des programmes en personne. Les restrictions imposées par la pandémie font qu'il est de plus en plus difficile de toucher certains segments de jeunes. Est-ce que vos programmes ont identifié des solutions pour maintenir des approches focalisées, segmentées? Avez-vous trouvé que certaines approches ont été particulièrement efficaces en ce sens? Ram, votre micro n'est pas branché. Voilà. Voilà. Oui, on vous entend. Allez-y. Allez-y. La pandémie de COVID-19 a été très lourde de conséquences pour tout le monde, surtout les personnes porteuses de handicap, car ce sont des jeunes qui vivaient auparavant dans des institutions. Nous avons un problème de son avec Ram. Pendant la période de la pandémie, la plupart des institutions ont été fermées et les gens, bien souvent, les parents, n'ont pas les aptitudes pour les interactions avec leurs enfants. Ce sont des enfants qui souffrent de problèmes au niveau de communication. Les systèmes de soutien sont là, mais ils ont été lourdement impactés par la pandémie de COVID-19. Ces jeunes ne pouvaient plus retrouver leurs amis, leurs écoles, leur système de soutien disparaissait. Donc, ça a été très difficile. Nous avons donc élaboré de nouvelles approches. La technologie pour les non-voyants s'est beaucoup améliorée par Zoom, par d'autres plateformes virtuelles. Il nous est possible de les doter des aptitudes dont ils ont besoin. Puis nous avons fourni des aptitudes pour utilisation de la technologie. Et grâce à cette formation à la technologie, il nous a été possible de fournir des formations, mais des formations limitées. C'est très compliqué, par contre, pour la communauté des malentendants. Nous avons donc mis au point différents programmes avec un contenu numérique plus accessible, non seulement en termes de langage, mais aussi en termes de formats différents. Donc, cela a été développé et cela a pu être distribué grâce aux médias sociaux. Je vais m'arrêter là. Merci, Ram. Martha, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, en quelques mots, l'une de nos expériences avec la COVID-19 qui a changé la manière dont nous avons dû nous adapter, c'était un exemple au Pakistan du projet Nakidan, où un grand nombre des participants à cette conversation le savent, les femmes et les jeunes filles ont subi de plein fouet les effets secondaires de l'impact de la COVID-19. Donc, il ne s'agissait pas d'une réponse spécifique pour la jeunesse, mais nous nous sommes aperçus que les prestataires de santé femmes ont été lourdement frappés par la COVID, avec des problèmes de mobilité, un taux de transmission et de contagion beaucoup plus élevé en raison de l'absence d'équipements de protection individuelle. Donc, il fallait trouver des réponses qui prennent en considération la question du genre pour voir comment
intégrer ce contenu sur la santé sexuelle et reproductive dans les messages publics dans le contexte de la COVID-19. Comme Ram l'a dit, nous faisions toutes ces formations et ces programmes de manière virtuelle. Il a fallu procéder à des adaptations importantes, que ce soit par le biais de Zoom ou d'approches sans contact, afin d'améliorer les communautés de ces prestataires de santé et de ces communautés de prestataires de santé pour qu'ils puissent réagir, répondre aux besoins. La COVID a un impact sur tous les aspects de la société, toutes les dimensions de toutes les communautés. Et dans le cas de Paxson, en particulier, étant donné le haut pourcentage de femmes, il a fallu procéder à une sorte de segmentation à ce niveau pour répondre aux besoins très spécifiques des personnes en fonction de leur âge, de leur genre, de la COVID-19 et des autres segments de la population pour nous assurer que les femmes, et les jeunes filles et les communautés soient préservées pendant cette période. Merci Martha et Ram. Vos observations sont vraiment d'excellents exemples. J'aimerais remercier tous les participants d'aujourd'hui de nous avoir fait part de leur expérience en termes de programme, de vos contributions et de nous aider à mieux comprendre comment nous pouvons concentrer un grand nombre de ressources pour répondre aux besoins des adolescents. Je vous rappelle que cette séance a été enregistrée. Il y aura un blog sur le site de Knowledge Success. Des ressources ont été postées dans la boîte de chat et sur le blog. Donc, ce n'est certainement pas la dernière fois que cette conversation aura lieu. Elle restera à votre disposition et je vais donner maintenant la parole à Brittany qui va clore notre conversation d'aujourd'hui. Merci Kate. Merci à nos intervenants de cette excellente conversation. J'espère que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine session qui aura lieu le 8 avril à 7 heures, heure de la côte est des États-Unis. Et la question sera comment peut-on mettre en œuvre, à quoi ressemble la mise en œuvre d'une approche réactive aux besoins des adolescents. Donc, il y aura un grand nombre des éléments dont nous avons parlé aujourd'hui qui seront réexaminés lors de la prochaine conversation. Encore une fois, le 8 avril, nous espérons que vous vous joindrez à nous à 7 heures, heure de la côte est des États-Unis, et nous espérons que vous continuerez à suivre FP 2030 et le Knowledge Success pour continuer la conversation. Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci à nos orateurs pour cette conversation fascinante. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, soirée, où que vous soyez. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.